Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers. Alors, bienvenue dans les portes de la connaissance. Alors, aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un de particulier, quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il vient à la radio. C'est Olivier Sanguy. Olivier Sanguy, qui est responsable à la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors, vous connaissez tous la Cité de l'Espace. Qui n'a pas été à la Cité de l'Espace à Toulouse ? Il est responsable de tout ce qui est communication avec les médias pour mettre en rapport, je dirais, toutes les personnalités de la Cité de l'Espace avec les médias. Voilà, alors on va l'avoir en ligne et on va voir avec nous, on va faire un grand voyage dans l'univers avec lui. Alors Olivier Sanguy, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai annoncé... La Cité de l'Espace, c'est un endroit qui est très connu. Je crois que en Aquitaine, c'est un endroit, c'est un petit peu comme le Futuroscope, c'est très connu. Qu'est-ce qu'on y voit exactement à la Cité de l'Espace ? Parce que vous êtes là-bas, vous faites quelque chose d'important là-bas, puisque vous occupez quand même des relations de communication, je dirais, avec les médias. Alors, quel est votre rôle là-bas à la Cité de l'Espace et qu'est-ce qu'on y fait exactement à la Cité de l'Espace ? Alors, mon rôle, c'est pompeusement chargé de l'actualité spatiale, c'est-à-dire je suis l'actualité spatiale. Donc il y a deux grands volets, écrire sur le site web de la Cité, cité-espace.com, des articles qui permettent à tout le monde, c'est pour tous les niveaux, de suivre l'actualité, est ainsi décrypter, expliquer. Et en effet, quand il y a des médias qui veulent parler de spatial et qui veulent parfois un petit peu des explications, eh bien la Cité d'Espace est en quelque sorte centre de ressources, je peux répondre, ou d'autres personnes à la Cité, qui sont tout aussi capables de moi, peuvent répondre pour commenter l'actualité spatiale. Et donc qu'est-ce qu'on voit à la Cité ? Eh bien, on peut voir des objets spatiaux grandeur nature, taille réelle. Certains sont authentiques, d'autres sont des maquettes, mais taille réelle, parce qu'on a toujours un problème. Par exemple, Ariane 5, quelle taille ça a ? On a Ariane 5, taille réelle, à la Cité de l'Espace. Mais on ne fait pas que voir, on écoute, on ressent, on participe aussi. Il y a des animations avec des petits laboratoires où on peut faire des expériences et comme ça, en quelque sorte, mettre les mains dans le cambouis du spatial. Parce que parfois, le spatial, on voit ça comme quelque chose de « oh, c'est loin, compliqué, c'est pas pour nous ». En fait, c'est faux. Le spatial, c'est dans la vie de tous les jours. Et donc, la Cité de l'Espace le montre. Vous avez la station spatiale Mir ? Oui, tout à fait. La station spatiale Mir qui permet de comprendre cette grande période de l'histoire spatiale où plusieurs nations sont allées faire des missions vers cette station et aussi ça permet d'expliquer les stations spatiales actuelles parce que la recette technique est un petit peu la même, il faut bien le dire. Mais on a aussi une reconstitution grandeur nature du laboratoire Columbus, c'est la maison scientifique pour ainsi dire de la station spatiale internationale, c'est-à-dire c'est le module dans lequel l'Europe fait des expériences sur orbite. D'accord. Donc, bienvenue à la Cité de l'Espace. Bienvenue à ceux qui veulent y aller, qui ne sont jamais encore allés. Je crois que c'est un beau voyage dans l'univers qu'on vous offre. Et puis, vous pouvez voir ce que vous n'avez pas l'habitude de voir d'habitude, c'est-à-dire la vie des astronautes, des cosmonautes, des spationautes, tous ceux qui participe, je dirais, à la conquête de ce que sera le futur de demain. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Je pense que c'est un très, très grand voyage qu'on peut y faire. Donc, alors, Olivier, alors la conquête spatiale, on va y venir un peu plus. On va en parler. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la conquête spatiale aujourd'hui ? Parce que la conquête spatiale, ça a commencé quand on a lancé les premiers Apollo. D'accord, Apollo 1, Apollo 2. Voilà, quel a été le début de l'épopée de l'espace ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment ça a commencé ? Alors, ça a commencé en fait d'abord par, on va dire, un affrontement idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique.
Il ne faut pas le cacher, hein, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en 1957, en octobre, l'Union soviétique a réussi à placer autour de la Terre le premier satellite artificiel. C'était dans le cadre de l'année géophysique internationale, etc. Donc ils ont fait ça. Et là, ça a été un coup de tonnerre aux États-Unis, parce que quelque part, l'Union soviétique montrait qu'ils avaient une avance technologique sur les États-Unis, ce qui, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, ce qui à l'époque était inenvisageable puisqu'on était dans un monde Est-Ouest, le monde dit libre, le monde dit soviétique, il y avait un affrontement économico-idéologique entre le système capitaliste et le système communiste. Donc les États-Unis ne pouvaient pas rester sans rien faire. Donc après, il y a eu cette course-là, puis l'Union soviétique, grâce à des ingénieurs brillants, dont notamment Sergueï Korolev, ont accumulé les premières, il faut bien le dire, premier satellite, d'accord, premier être vivant dans l'espace, la chienne Laika qui malheureusement n'a pas survécu, puis premier être vivant qui revient, c'était des chiens, puis premier être humain, c'était Yuri Gagarin, bien sûr, première femme, premier rendez-vous spatial, première sortie en scaphandre, n'en jetez plus. Les États-Unis étaient, on va dire, un peu à la ramasse, hein, pour parler comme ça. Donc le président Kennedy, à l'époque, confronté à ça, s'est dit, bon, il faut un challenge, un défi, sur lequel les États-Unis ont une chance de l'emporter. En gros, ils étaient menés au point, il fallait gagner par KO. Et là, des conseillers lui ont dit, il y a plusieurs pistes, et il y en a une, c'est la Lune, parce que c'est tellement difficile que les États-Unis ont une chance de rattraper leur retard et de le combler avant les Soviétiques. Et donc c'est comme ça que sont nées les missions Apollo, célèbres il y a maintenant un demi-siècle, et qu'on a marché sur la Lune. C'est dans ce contexte-là. Ceci dit, on en a profité quand même pour faire de la science. Il n'y a pas eu que de l'idéologie, même si c'était très important à l'époque. On en a profité pour faire de la science. Et après, sur la lancée, on va dire, on s'est rendu compte de tout ce que pouvait apporter le spatial pour l'observation de la Terre, la météo, la gestion des cultures, les télécommunications, plus tard, bien plus tard, le GPS, c'est-à-dire quand votre téléphone vous dit vous êtes là à quelques mètres près, c'est parce qu'il y a des dizaines de satellites qui permettent de le faire, et puis l'exploration du système solaire et les télescopes spatiaux. Voilà, très vite. Aujourd'hui, si on coupait par exemple les satellites autour de la Terre, je peux vous dire que ce serait une sacrée pagaille. Ouais, effectivement, j'ose l'imaginer parce que je crois que en satellite, en termes de satellite, il y a plusieurs orbites, je crois. Il y a une orbite basse, une orbite géostationnaire et une orbite haute. Est-ce que je ne me trompe? Voilà, en fait, il y a plusieurs familles. D'abord, en altitude, comme vous avez dit, il y a une orbite basse, orbite moyenne, orbite géostationnaire qui est à 36 000 km. L'orbite géostationnaire, elle a une qualité unique, c'est qu'un satellite qui est placé sur orbite géostationnaire sur le plan équatorial de la Terre, il est immobile dans le ciel. Et c'est extrêmement pratique pour les télécommunications parce que votre antenne n'a pas besoin de bouger, n'a pas besoin de suivre le satellite. Après, chaque altitude a son utilité en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis, il y a des types d'orbites un peu spéciaux. Le satellite passe par les pôles, où il est incliné, etc. Et en fait, on choisit ça en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on veut faire de l'observation de la Terre, on aime bien passer par les pôles. Comme ça, en gros, la Terre tourne sous le satellite et on balaye petit à petit toute la Terre. Et donc, on observe à peu près toute la planète. Voilà. Et donc, les orbites, altitude comme type d'inclinaison, sont choisies en fonction de la mission du satellite. Et ces missions, comme j'en ai parlé juste avant, sont extrêmement variées. Observation de la Terre, suivi des océans, télécommunications, géolocalisation, etc. D'accord. Qu'est-ce qu'on met sur une orbite basse, hein? Quel type de satellite on va mettre sur une orbite basse? Alors jusqu'à maintenant, on mettait essentiellement de l'observation de la Terre parce que ça permet d'être proche du sujet observé, surtout pour faire des photos à haute résolution ou sonder l'atmosphère, etc. Et un peu récemment, on s'est mis à faire du satellite de télécommunication. Normalement, les télécommunications, c'était plutôt, en général, géostationnaire. Et là est apparu un nouveau type de satellite de télécommunication qui sont des satellites qui cherchent à connecter et notamment à faire de la couverture web, c'est-à-dire que en gros il y a 3 grosses sociétés qui sont mises sur le créneau, c'est Starlink de la société SpaceX aux États-Unis, OneWeb qui a lancé déjà de premiers satellites et on a appris maintenant que Kuiper, qui est un projet d'Amazon, le géant de la vente en ligne, comptait mettre des milliers de satellites sur orbite pour qu'on puisse se connecter partout. Sur le web, partout sur la planète, sans avoir besoin de tirer des câbles au sol. Alors bon, il y a débat, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pollution de l'orbite? Mais voilà, c'est des nouvelles utilisations qui sont maintenant en place. D'accord. Alors pour nos auditeurs, pour
reprendre un petit peu ce que disait notre ami, vous avez les orbites basses qui sont des orbites où on va mettre des satellites d'observation, si je ne me trompe, de la Terre, c'est-à-dire par exemple cartographier l'océan. On va avoir des orbites, par exemple, qui sont géostationnaires pour les télécommunications éventuellement, la télé, etc., parce qu'il faut qu'ils soient positionnés sur un pays en stabilité pour pouvoir émettre des émissions. Et puis après, il y a l'orbite haute. Alors l'orbite haute, ce serait plutôt pour quel genre de satellite ? C'est essentiellement les satellites GPS, c'est des orbites 1000, 2000 km, 10 000 km. Après, les satellites d'observation de la Terre, on est plutôt dans le 400, 700, 800 km, géostationnaire 36 000. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'en plus, ces frontières, entre guillemets, aujourd'hui sont floues. Par exemple, il est vrai, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, que les satellites géostationnaires, c'est essentiellement des télécoms. Mais il y a quand même des satellites d'observation de la Terre en géostationnaire. À une époque, on pensait que l'orbite basse était essentiellement d'observation de la Terre, et maintenant, il y a aussi du télécom. Vous voyez, avec l'évolution des technologies et des besoins aussi, on s'est rendu compte que ces classifications étaient un petit peu arbitraires et que parfois, on avait besoin de dépasser ces frontières pour répondre aux besoins sur Terre. D'accord. Alors après avoir fait un petit voyage avec les satellites, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir, parce que les gens ne savent pas toujours comment un satellite, à quoi ils servent exactement, et pourquoi il y a plusieurs orbites. On n'en parle pratiquement jamais d'ailleurs. C'est très intéressant. On va revenir un petit peu dans après ce que nous avait dit Olivier sur les débuts de la conquête spatiale. On va continuer le grand voyage et on revient au pas sur la Lune. Alors, le pas sur la Lune, c'était Apollo combien ? Apollo 11. Parce qu'avant, il y avait eu des missions pour, notamment à vide, ça permettait de tester le lanceur Saturne V, 3000 tonnes au décollage, 110 mètres de haut. C'était à l'époque le plus grand lanceur. Il a encore ce titre, mais il devrait le perdre quand d'autres lanceurs vont être mis en route prochainement. Il y a eu des missions autour de la Terre, puis il y a eu Apollo 8, on a fait le tour de la Lune, donc en gros on a testé qu'on pouvait envoyer des gens autour de la Lune et qui revenaient. Apollo 9, on a testé le module lunaire autour de la Terre. Apollo 10, on a testé le module lunaire autour de la Lune sans se poser, probablement une des missions les plus frustrantes. Et Apollo 11, ça y est, on se pose. Et c'était une mission d'Apollo 11, quand on regarde bien l'histoire d'Apollo 11, on se rend compte que c'était pas du tout gagné. Aujourd'hui, on sait que ça a marché, donc il y a un peu un biais du survivant en quelque sorte. Mais quand on voit que par exemple Armstrong, quand il pose le pied, il le fait très précautionneusement d'abord, il décrit le sol, donc on est vraiment dans l'inconnu, même si on avait envoyé des sondes automatiques avant. Et au bout d'un moment, Armstrong marche et au bout de quelques minutes, il y a Houston qui en gros lui dit « N'oublie pas l'échantillon ». Pourquoi on lui dit ça ? Parce qu'il marche, il voit que ça fonctionne, mais à Houston, on lui dit « Ramène un caillou parce que s'il faut partir en urgence à cause d'un imprévu, on a au moins ça ». Et ce petit détail de la mission montre à quel point c'était un saut dans l'inconnu. Après, avec Apollo 12, Apollo 13, ils n'ont pas pu se poser, Apollo 14, 15, 16 et 17, on est monté en puissance dans ce qu'on faisait sur la Lune, puisque Apollo 11, ils ont fait une sortie très courte, 1h30 je crois, je ne sais plus, mais 2 heures maximum. Après, ils sont sortis plusieurs fois, ils ont pu utiliser une voiture électrique pour s'éloigner. On a gagné, si vous voulez, on est en assurance en quelque sorte. Et quelque part, malheureusement, la dernière mission, Apollo 17, c'était la première où il y avait un scientifique, Harrison Schmitt. Et on s'est arrêté là, alors que pour la première fois, il y avait un géologue sur la Lune. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire quand on écoute les conversations. Harrison Schmitt, il est là, il se balade, il fait hop, là je vois un caillou intéressant, on arrête, on suit plus le plan, je descends de la voiture, je vais chercher ce caillou intéressant. C'est ça qui, et si vous voulez, c'est l'intelligence humaine placée dans le contexte géologique qui utilise son savoir pour changer le plan parce que il voit quelque chose de plus intéressant. Donc voilà, c'est les missions donc Apollo 17, ça s'est terminé. Quand ça quelque part ça devenait plus intéressant scientifiquement, on avait fait beaucoup de science avant, mais je trouve que c'est symbolique. Il y avait un géologue sur la Lune, enfin, et malheureusement c'est arrêté. Quelle a été l'impression, est-ce que vous le savez, l'impression des astronautes quand ils étaient loin de la Terre, sur une planète, je dirais, voisine, la Lune, et de voir la Terre de loin? Ils ont eu une impression particulière, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Oui, en grande majorité, ils ont été extrêmement impressionnés. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le programme Apollo, à part Harrison Schmitt qui était géologue, le profil de toutes les personnes qui participaient, de tous les astronautes, c'était des pilotes d'essai militaires. Donc ce sont des gens qui sont des ingénieurs, qui savent avoir un sang-froid, analysé, rationnel, et ce sont des militaires, ils font ça pour leur pays. Et tous sont revenus avec un discours de « vous ne pouvez pas imaginer comme la Terre est belle ». Première chose, avec un discours même, mais
pourquoi on continue à se battre sur cette planète, parce que quand on la voit de là-haut, on se rend compte à quel point c'est extraordinaire. Ça, ce discours, cette prise de conscience qu'on appelle l'overview effect, hein, la prise de vue en hauteur en quelque sorte, date notamment, enfin sur le plan humain, d'Apollo, cette prise de conscience. Lors d'Apollo 8, il y a eu cette photo célèbre du lever de Terre, hein, c'est parce que en fait la capsule Apollo tourne autour de la Lune et donc la Lune, semble surgir, enfin la Terre, semble surgir de la Lune. Et c'est James Irwin, je crois, qui a dit « Nous sommes allés voir la Lune et on a redécouvert la Terre ». Voilà, ce genre de choses. Maintenant, en même temps, c'était aussi très frustrant, en ce sens que j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec quelques marcheurs lunaires, que ce soit Buzz Aldrin ou Gene Cernan notamment. Il y a 2 témoignages intéressants. C'est que Buzz Aldrin, il dit qu'avec les années, il raconte plus ce qu'il a vécu, il raconte le souvenir, parce que c'est loin, et que c'était tellement rapide, tellement fugace, et ils étaient concentrés. Et Gene Cernan, lui, dit une chose très intéressante. Il a eu le luxe, pendant la mission Apollo 17, c'était la dernière mission, il a eu le luxe pendant 1 minute, d'avoir 1 minute à lui, pour regarder autour, et en quelque sorte s'imprégner de ce que ça voulait dire. Sinon, c'était tellement minuté qu'il n'y avait pas trop le temps de philosopher, on va dire. Et c'est venu parfois après coup pour certains, parfois pendant la mission, mais ça fait partie de ces voyages qui visiblement transforment la perception qu'on a du monde. D'accord. Ben, très beau voyage. Là, je crois que on est émerveillé parce que on se rend même pas compte à quel point ils ont de la chance. Moi, je sais que personnellement, on me proposerait de voyager, d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars si c'était possible. Je dirais oui tout de suite parce que c'est extraordinaire de pouvoir observer la Terre comme ça de loin et de voir d'abord à quel point notre planète est superbe et en même temps de se dire qu'on est tout petit et on n'est pas grand-chose en fait par rapport à l'univers. C'est vraiment extraordinaire. Alors après ce voyage sur la Lune, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces astronautes? Qu'est-ce qu'ils sont devenus exactement? Ben, certains ont continué à travailler pour la NASA. Bon, certains sont morts depuis, parce que ce sont des gens qui aujourd'hui ont entre 80 et 95 ans quand même, puisque ça s'est passé il y a 50 ans. Et quand ils étaient sélectionnés, ils avaient généralement 30, 35, 40 ans, voire un peu plus. Donc voilà, certains sont investis dans le secteur privé, ça c'est beaucoup, notamment aux États-Unis. Ils ont été à la tête de conseils d'administration. Beaucoup ont voulu surtout transmettre leur vécu, c'est-à-dire il y a eu des écritures de livres, des participations à des documentaires, et il y a eu aussi des artistes. Par exemple, Alan Bean, qui malheureusement est mort il y a quelques années. Alan Bean, moi j'en retiens 2 notamment, bon c'est pas gentil, tous les autres ont fait des choses très intéressantes, mais il y en a 2 qui m'ont marqué personnellement, c'est un choix personnel, attention. Alan Bean, il est peintre en fait, et il a peint ce qu'il a vu sur la Lune, mais avec l'œil de l'artiste. C'est-à-dire, il dit la photo, c'est scientifique, c'est la photo, voilà. Et là, il a voulu passer les émotions, les impressions, les couleurs de la Lune, parce que la Lune, on pense que c'est sans couleur, et Alan Bean, alors en exagérant bien sûr, parce qu'il peint un peu comme les impressionnistes, c'est vraiment très beau d'ailleurs, il a donné cette impression, le fait que c'est l'humain sur la Lune. Donc il a fait des peintures, et il trouvait que ça faisait partie de son geste de transmission de l'aventure humaine lunaire. Et il y a Michael Collins, qui est un peu qu'on appelle le 3e homme d'Apollo, c'est-à-dire c'était celui qui était dans la capsule qui tournait autour de la Lune pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchaient. Et lui, il a écrit ce que j'estime être le meilleur livre sur les vols lunaires écrit par un astronaute. Et c'est, malheureusement, je ne crois pas que ce soit traduit en français, c'est Carrying the Fire, c'est-à-dire le porteur du feu, allusion à Prométhée, bien sûr. Et il raconte le programme lunaire sur le plan humain. C'est rempli d'anecdotes, c'est très drôle, et c'est très très bien écrit. En gros, il y avait un écrivain en sommeil, en Michael Collins, et pour lui, il transmettait. Et il a continué d'ailleurs ce devoir de transmission parce qu'il a été, pendant un moment, le directeur du National Air and Space Museum à Washington, aux États-Unis, qui est un grand musée qui parle de l'aviation et du spatial. Et donc, son but, c'était que d'abord le musée ouvre à temps et dans le budget, ce qu'il a réussi à faire, ce qui est quand même pas un mince exploit, et que ça permette au grand public de connaître le spatial. Très bien. On a fait un très beau voyage. Je crois que c'est une leçon en même temps d'humilité et de respect parce que on se rend compte qu'on est tout petit et que la Terre est magnifique et splendide et qu'on lui doit un immense respect et que plutôt que de se battre à faire n'importe quoi sur la Terre, on ferait mieux de la respecter. C'est pour ça que la conquête de l'espace, c'est l'espoir de l'humanité, je crois, parce que on pourra aller voir quand on sera équipé
à d'autres planètes. On parle beaucoup d'exoplanètes avec Michel Mayor, avec beaucoup d'astrobiologistes et de gens qui font des recherches sur les exoplanètes. Et je crois qu'on pourra partir loin dans l'univers et aller explorer comme Christophe Colomb avait explorer les Amériques, aller explorer, pas un autre continent, mais cette fois d'autres planètes. Et je crois que c'est vraiment fantastique de pouvoir investir dans la conquête spatiale. Olivier, on va faire une petite pause musicale de quelques minutes et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Alors on est de retour avec un beau voyage avec Olivier Sanguy qui est en direct avec nous de la Cité de l'Espace à Toulouse et on va continuer ce merveilleux voyage dans l'univers. Maintenant on va parler d'autre chose. Alors on a parlé effectivement du début de la conquête spatiale. On a parlé du premier pas sur la Lune et maintenant on va aller vers le futur. Alors, qu'est-ce qu'il est prévu, je dirais, avec ces missions sur l'ISS, sur la station spatiale européenne? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Quels sont le rôle des astronautes, des cosmonautes, des spationautes? Quel est leur rôle exactement? Alors, le rôle des astronautes dans la Station spatiale internationale, d'ailleurs, on a un laboratoire européen, bien sûr, c'est essentiellement d'entretenir la station, de se maintenir en forme et surtout d'être des laborantins. En fait, on l'ignore souvent parce qu'on se dit, bon, ils vont là-haut, ils tournent autour de la Terre, ok, et alors? En fait, leur but, c'est de permettre à des expériences scientifiques conçues par des spécialistes au sol, de permettre à ces expériences d'être menées là-haut, parce qu'on ne peut pas tout robotiser. Ou du moins, si certaines expériences devaient être robotisées, ce serait très compliqué, beaucoup plus que ce qu'on peut le croire, et ça coûterait très cher. Par exemple, des expériences, parfois, il faut faire des petits prélèvements avec une pipette et tout. Mettre un mécanisme robotique pour faire ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le croire. Ça peut souvent tomber en panne, tandis que l'être humain, il est là, tac, il fait son prélèvement, il rajoute le produit que lui demande le scientifique. Il y a une interaction, c'est-à-dire que toutes ces expériences sont faites en liaison avec les laboratoires de recherche qui les conçoivent, et l'astronaute régulièrement dit j'ai fait ça, j'ai obtenu telle donnée, donc les scientifiques disent tiens, c'était pas prévu, il faudrait maintenant faire plutôt ça. Voilà, donc c'est vraiment une science, je veux dire, la liaison au sol entre la Station spatiale internationale et donc les centres de contrôle au sol, c'est pas qu'une liaison technique pour la station, c'est aussi une liaison pour les expériences. On l'oublie, et c'est une double liaison. Les données qui reviennent, parfois on arrive à faire redescendre une partie d'expérience au sol, mais donc les données essentiellement, et aussi les instructions des scientifiques. Donc les astronautes là-haut sont des laborantins. Et dans leur entraînement, bien sûr, il y a l'entraînement sur comment je vis dans l'espace, comment je pilote une capsule, comment je réagis aux différentes urgences et imprévus, et il y a aussi l'entraînement comment je fais fonctionner les expériences. Et les expériences, en fait, sont indépendantes des astronautes. C'est-à-dire, quand un astronaute arrive, par exemple Thomas Pesquet, il est arrivé, il avait une liste d'expériences à faire, mais ces expériences-là, quand il est parti, elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont été suivies par d'autres astronautes. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, il a pris la suite d'autres astronautes, et ainsi de suite. Voilà, donc on fait essentiellement de la science, et une science qui ne peut pas être faite sur Terre. Parce que quand on fait une expérience au sol, sur Terre, vous étudiez un phénomène physique, en fait, vous n'étudiez pas ce phénomène physique. Vous étudiez ce phénomène physique dans la gravité terrestre, écrasé en quelque sorte par la gravité terrestre. Là-haut, vous faites la même expérience,
mais il y a toujours une gravité en fait, mais la station est en chute libre. Et donc on enlève ce facteur-là. Et du coup, la différence entre les deux, là, ça permet de mieux comprendre le phénomène physique. Par exemple, la combustion, on espère pouvoir faire des moteurs plus propres en étudiant la combustion dans l'ISS. On fait aussi des recherches médicales. Alors attention, on ne fait pas des médicaments dans l'ISS. En revanche, on profite de l'impesanteur pour faire des expériences qui seraient très difficiles à faire au sol et explorer des pistes thérapeutiques. Et enfin, l'astronaute lui-même est une expérience, l'être humain, pas uniquement pour savoir comment l'être humain se comporte dans un voyage spatial de longue durée, mais aussi parce qu'un astronaute là-haut, figurez-vous que c'est ce qu'on appelle, c'est un médecin spécialisé là-dedans qui me l'a dit, c'est un modèle accéléré du vieillissement. Et donc ce qu'on apprend au point de vue médical sur l'être humain là-haut a aussi un intérêt pour nous sur Terre. Mhm. D'accord. Et c'est pas un peu difficile de vivre en apesanteur, justement, parce que je sais qu'il y a des problèmes musculaires, justement, Oui. parce que le sang ne circule pas, il monte à la tête et il ne circule pas comme avec la gravité terrestre. Est-ce que justement, c'est pas un peu compliqué pour eux? Alors c'est compliqué, et c'est pour ça qu'ils ont un entraînement et qu'il y a ce qu'on appelle des contre-mesures. Alors comme vous l'avez dit en effet, il y a le sang qui a tendance à monter à la tête. Les astronautes disent parfois en rigolant qu'ils ont la grosse tête à cause de ça, parce qu'il y a plus de sang dans la tête. Il y a des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'immunité, c'est-à-dire on s'est rendu compte que l'immunité des astronautes changeait quand ils étaient là-haut. Il y a des problèmes oculaires parfois, notamment de pression oculaire, des problèmes musculaires parce que on fait pas d'efforts. Ici, sur Terre, par rapport à un astronaute, le simple fait de vous asseoir sur une chaise, de vous lever et de marcher, c'est du sport, parce qu'un astronaute, lui, il donne une pichenette avec le doigt et traverse quasiment un module de la station. Donc les muscles ne sont pas sollicités comme sur Terre. Et puis, il y a des problèmes osseux, parce que le fait de ne pas faire d'efforts, les os ont tendance à se décalcifier. Donc, il y a un régime alimentaire adapté, bien sûr, et surtout beaucoup de sport. 2 heures de sport par jour. Mais tous ces problèmes physiologiques rencontrés par les astronautes, le fait de trouver ce qu'on appelle des contre-mesures, ça ne sert pas que les astronautes. On se rend compte aussi, pour les médecins au sol, ils disent « Ah, c'est intéressant », notamment ils se sont rendus compte que le fait de faire du sport permettait de réduire la perte osseuse. Du coup, les médecins qui s'occupent d'ostéoporose au sol, c'est-à-dire le fait de perdre de la masse osseuse, ils se sont dit « Ah, mais faire du sport, ça peut être une piste. » Alors, bien sûr, de façon prudente, mais voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a toujours, si vous voulez, un aller-retour entre la science au sol et la science dans l'espace. La science dans l'espace n'est pas une science déconnectée de la Terre. Parfois, on le croit, on se dit « Ah, ce qu'ils font là-haut, ça nous concerne pas. » C'est faux. Ça nous concerne au premier chef, en fait. D'accord. Alors, quand on est astronaute, cosmonaute ou spationaute, on est, suivant les noms, parce que les gens vont se poser des questions et vont se dire pourquoi il appelle ça comme ça. Je crois que le nom français, c'est spationaute, c'est ça? Alors oui, quoique maintenant on n'a plus de spationautes normalement en Europe parce que tous les astronautes européens sont des astronautes de l'Agence spatiale européenne et c'est officiellement des astronautes, c'est l'European Astronaut Corps, le corps européen des astronautes. Alors pourquoi? Parce qu'au début, rappelez-vous, comme on l'a dit, il y avait une opposition Est-Ouest, donc les astronautes c'était les Américains, les cosmonautes c'était les Soviétiques parce qu'ils voulaient pas le même nom. Au passage, astronaute est un mot c'est français à l'origine. C'est-à-dire c'est des Français qui ont forgé astronautique, d'où est dérivé astronaute. Après, ce qui s'est passé, c'est quand la France a commencé à envoyer des gens dans l'espace, enfin pas par elle-même, en étant invité, c'était Jean-Loup Chrétien il y a presque 40 ans bientôt, on a forgé le terme spationaute qui sémantiquement est bien vu parce que astronaute, c'est quelqu'un qui marche sur un astre. Donc ça veut dire que nous tous, là, on marche sur Terre, donc on est des astronautes. Cosmonaute, c'est bien vu, ils vont dans le cosmos, c'est large, et spationaute, c'est il va dans l'espace. Donc sémantiquement, ça tient. Maintenant, c'était des termes pour un peu essayer de ne pas s'aligner, pour pas dire qu'on est d'un côté ou de l'autre. Les pays, il y a d'autres pays qui ont les gaganotes ou les vaïmonautes, c'est en Inde, il y a les taïkonautes pour la Chine, c'est pas un terme officiel d'ailleurs. Mais bon, astronaute est le terme générique, on va dire. Puis quand ils sont là-haut, ils disent tous on n'a pas de nationalité. Voilà. Dans la conquête spatiale, il y a une grande collaboration aujourd'hui. On se rend compte qu'au tout début, c'était la conquête spatiale à qui serait le plus fort, le plus rapide dans la conquête, c'est-à-dire celui qui serait le premier à aller dans l'espace. Donc c'était carrément comment dire ça, je cherche le mot. Olivier, aidez-moi. Une compétition. Une compétition, voilà, c'est ça. Une compétition. Et aujourd'hui, on ressent l'inverse, c'est-à-dire on sent une grande collaboration. Et c'est intéressant parce que en fait, on n'est plus en concurrence. On est carrément
pour s'entraider les uns les autres, et c'est-à-dire faire de la collaboration spatiale pour aller vers la conquête spatiale future. Je crois que c'est très intéressant parce que on a vraiment évolué dans ce sens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'on a cette collaboration justement va mener à quelque chose pour la future conquête de l'espace? Alors oui, c'est vrai qu'on coopère beaucoup plus qu'au début, mais quitte à passer pour un peu le méchant entre guillemets, l'aspect émulation, si on ne veut pas dire compétition, reste quand même. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des problèmes d'indépendance. C'est-à-dire que l'Europe, si elle peut envoyer les satellites qu'elle veut, c'est parce qu'elle a un accès indépendant à l'espace. Elle n'a pas demandé aux États-Unis ou à la Russie, envoyez-moi mes satellites. On a Ariane 5, on a Vega, ce sont des lanceurs européens qui donnent une indépendance. Moi, quand j'ai commencé le journalisme spatial en 2001, j'y pense parce que j'ai entendu la musique, si par hasard à Zarathustra de 2001, de l'Odyssée d'espace. Quand j'ai commencé le journalisme spatial en 2001, il y a quelqu'un de chez EADS, aujourd'hui c'est Airbus, je me rappellerai toujours, il m'a dit « Jeune homme », alors j'étais content parce que j'avais quand même déjà 35 ans, donc jeune homme, ça fait plaisir. Il dit « Jeune homme, vous ne comprenez pas, Ariane 5, ce n'est pas une fusée. » Ah bon? Il dit « C'est un vecteur de souveraineté. » Et ça reste ça quand même. C'est-à-dire que dans le spatial, la souveraineté est quand même toujours présente. Même dans la coopération, parce que si vous coopérez à un niveau élevé, c'est-à-dire que si vous avez des compétences technologiques de haut niveau, dans la coopération, eh bien, vous êtes quand même à une meilleure place que si vous ne faites pas grand-chose. Il faut bien le dire. Donc ça reste. Il y a un aspect émulation qui est toujours là. Il y a cet aspect souveraineté qui est toujours là. Mais il y a quand même cette forte volonté, ce fort aspect, on va dire, traditionnel de coopération aussi. Parce qu'on se rend compte que certaines missions, on ne peut les faire qu'en coopération. Parfois pour des raisons très pratico-pratiques, je vais citer un exemple, juste un seul, c'est InSight, c'est une mission martienne de la NASA, la sonde s'est posée, elle ne bouge pas, celle-là, et le but principal de cette mission, c'est d'amener un sismomètre français, SEIS, qui a permis d'enregistrer les tremblements de terre sur Mars. Pourquoi la NASA, vous allez me dire, s'embête à amener un sismomètre français? Ils auraient pu avoir un sismomètre américain. Mais la réponse est simple, c'est un des numéros 2 de la NASA qui me l'a dit, M. Zurbuchen, qui est chargé de la science. Il m'a dit tout simplement parce que c'est le meilleur au monde. C'est clair, c'est net, c'est le meilleur au monde. Alors quand la NASA dit que tel instrument qui n'est pas américain est le meilleur au monde, je pense qu'on peut les croire. C'est pas uniquement pour faire plaisir. Voilà, donc cet aspect coopération est toujours là quand même, malgré les tensions géopolitiques. Après, hélas, on le voit en ce moment, les tensions géopolitiques peuvent faire parfois du mal à cette volonté d'entraide et de coopération. D'accord. Rappelons les différentes sortes de fusées. La fusée américaine, c'était l'ancienne navette spatiale Challenger. On a eu Saturne V, qui est servi à lancer les astronautes sur la Lune. Et nous, on a évidemment Ariane, qui est un lanceur de satellites, je précise, à part avec la navette Hermès, puisqu'on voulait construire cette fameuse navette spatiale et avoir notre propre navette, et le projet a été abandonné. Et puis comment s'appelle la fusée russe? On avait Soyouz, parce que, hélas, c'est une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est que les Européens avaient signé un accord pour lancer Soyouz, qui est donc un lanceur russe, qui est hérité de l'ère soviétique, qui est très fiable, il y a pratiquement 2000 vols maintenant de Soyouz, et on l'exploitait depuis le centre spatial guyanais. Donc le centre spatial guyanais avait 3 lanceurs possibles actuellement, parce que historiquement il y en a eu plus bien sûr, Ariane 5, qui lance des satellites, des sondes spatiales aussi, et à une époque a lancé des cargos vers la station, Vega, qui est pour les petits satellites, on va dire, et Soyouz pour les moyens satellites. Voilà. Donc on couvrait le marché. Bon, il se trouve qu'avec la guerre en Ukraine, les sanctions, etc., malheureusement, cette coopération a pris fin, c'est-à-dire que le personnel russe chargé du lanceur Soyouz en Guyane a été rapatrié dans son pays. Donc ça s'est arrêté. Donc côté européen, pour l'instant, on a Ariane 5 Vega, bientôt Vega C qui est un Vega un peu plus puissant, et bien sûr Ariane 6 qui va prendre la relève d'Ariane 5. Côté américain, il y en a un peu plus, vous avez les Atlas 5, les Delta, vous avez bien sûr les Falcon 9 de SpaceX, Falcon Heavy, enfin la famille des lanceurs, il y en a beaucoup. Alors on peut se dire, pourquoi plusieurs lanceurs? Parce qu'en fait, c'est un peu comme les voitures.
Si vous voulez vous balader avec 2 personnes ou 3 personnes, vous n'allez pas prendre la même voiture que si vous partez avec 10 personnes. Donc les satellites ont des masses différentes et quand vous avez des satellites dans la classe des satellites 5-6 tonnes ou plus, c'est plutôt des lanceurs comme Ariane 5 ou le Falcon 9 par exemple, côté américain, ou le Proton, côté russe, qui est sur sa fin de carrière. Il doit être remplacé par un autre lanceur qui s'appelle Angara. Et puis quand vous avez des satellites plus petits, vous avez d'autres types de lanceurs, Vega par exemple en Europe. Les Américains il y a le Neutron d'une compagnie qui était avant en Nouvelle-Zélande, qui maintenant a des capitaux américains, qui est Rocket Lab. Donc on essaye d'adapter le lanceur. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez certains qui disent, on prend un gros lanceur et on lance plusieurs petits satellites d'un coup. Ok. Puis d'autres qui disent, oui, mais c'est pas pratique, donc il vaut mieux un petit lanceur adapté. Voilà, donc on va voir. C'est le marché qui décide. Là, clairement, c'est un modèle économique. Si le modèle économique ne fonctionne pas, le lanceur n'aura pas d'avenir. Et si le modèle économique fonctionne, le lanceur a un avenir. D'accord. Et les autres pays, alors la Chine La Chine, oui, qui n'est plus une puissance spatiale en devenir, qui est une puissance spatiale tout court. Et je vous signale que l'année dernière, c'est eux qui ont fait le plus de lancements. Il y a Israël aussi, je crois. Israël a un lanceur, que je n'utilise pas beaucoup. On va dire les pays qui font le plus de lancements, c'est la Chine, sans surprise, la Russie, les États-Unis, l'Inde, l'Europe, le Japon en fait aussi. Et après, vous avez des pays qui font moins régulièrement des lancements. Par exemple, la Corée du Nord en fait. Bon, ça marche pas toujours très bien, il faut le reconnaître. L'Iran a essayé. Récemment, ils ont réussi à placer un petit satellite. Il y a beaucoup de pays qui maintenant veulent avoir une indépendance spatiale. Pour 2 raisons. D'abord pour le principe de la souveraineté, on revient à ce que je disais tout à l'heure, et aussi parce que, si vous voulez, le spatial c'est tellement exigeant en termes d'ingénierie, de technologie, c'est qu'il y a des pays qui ont compris que ça tirait vers le haut la filière universitaire et industrielle. Or, on est dans une société de la connaissance, une société scientifique, de la technologie, et le spatial est un outil extraordinaire pour faire bouger tout ça en quelque sorte. Donc voilà pourquoi de plus en plus de pays se tournent vers le spatial. D'accord. On fait un merveilleux voyage. Je vous rappelle qu'on est sur O2 Radio dans les ports de la connaissance pour ceux qui nous rejoignent et vous pourrez écouter l'émission en podcast bientôt. C'est une émission magnifique. Là, on fait un fantastique voyage dans la conquête spatiale avec Olivier Sanguy. Et alors, après avoir vu, je dirais, ce que font nos astronautes, qu'est-ce qu'on peut dire les spationautes? Qui sont les spationautes qui sont partis dans l'espace? Il y a à peu près presque 600 personnes différentes. Il y a eu essentiellement jusqu'à maintenant, tous les astronautes, pour parler généralement, étaient issus de sélections d'agences spatiales nationales. Donc c'était des astronautes de la NASA pour les États-Unis, de l'Agence spatiale européenne, avant c'était aussi du CNES, l'Agence spatiale française, et ainsi de suite. Oui, mais les Français, les Français, on en a 10. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais savoir pour nos auditeurs, c'est-à-dire les Français qui sont partis dans l'espace. Parce que les Américains, il y en a certainement énormément, les Russes aussi, mais c'était les Français, parce que c'est vrai que nous, en France, on aime bien nos astronautes, donc c'était pour savoir les Français qui étaient partis dans l'espace. Oui, on a alors, on peut vous donner la liste, Jean-Loup Chrétien en ordre, Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry, Michel Tonini, Jean-Pierre Ignoret, Jean-François Clairvoy, Jean-Jacques Favier, Claudie Ignoret, la seule femme à ce jour française dans l'espace, qui est d'ailleurs marraine de la Cité de l'espace, Léopold Eyart, Philippe Perrin et Thomas Pesquet. Voilà, ce sont les 10 Français qui sont allés dans l'espace. Ce sont tous des astronautes spationautes qui ont été sélectionnés par une agence. Et voilà, donc nous on en est là. Maintenant, ce qu'il y a depuis quelques années, on a l'émergence des astronautes privés. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas été sélectionnés par une agence et qui ont payé le prix de leur vol spatial. C'est ce qu'on appelle le tourisme spatial, même si je ne sais pas si on peut appeler tourisme quelqu'un qui s'entraîne 1 an pour faire un vol de quelques jours, c'est quand même particulier. C'est une expédition privée en quelque sorte. Bon, il y a débat là-dessus. Récemment, les Russes ont innové, il faut le dire. Ils ont envoyé une équipe de tournage dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale. C'était l'année dernière. Donc vous avez un réalisateur et une actrice qui ont été envoyés là-haut. Alors eux, c'est pas des touristes parce qu'en fait, ils sont partis faire leur boulot là-haut et ils ont tourné un film. On verra ce que ça donne. C'est un film de fiction, attention. Et donc voilà, il y a si vous voulez, il y a une émergence de nouvelles catégories d'astronautes. Avant, c'était clair, un astronaute, spationaute, cosmonaute, peu importe, c'était quelqu'un qui avait été sélectionné par une agence spatiale et qui faisait un boulot scientifique d'exploration pour cette agence. Maintenant, on voit de nouvelles catégories arriver. Alors, c'est extraordinaire parce que je crois qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un comme ça à la radio qui parle aussi bien, alors je dirais, de la conquête spatiale. C'est très intéressant. Alors, Olivier,
Qu'est-ce qu'on peut dire, du futur de la conquête spatiale? Parce qu'on a la mission sur Mars qui arrive à grands pas. C'est vrai qu'on a envoyé des lanceurs, on a envoyé des sondes, on a envoyé aussi des robots sur Mars. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement là-dessus? Quel est le futur de l'humanité de la conquête spatiale? Alors on a d'abord Mars, et puis après, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, après Mars, ce sera un très très grand bond. Alors, pour dessiner, alors d'abord pour Mars, j'aimerais dire une chose, c'est que Mars, c'est dans 20 ans, mais depuis les années 1970. Voilà. D'accord. Oui. Mais moi, quand j'étais ado, quand j'avais 15 ans, je suis né en 66, on me disait Mars, c'est dans 20 ans. Ok, à 35 ans, on me disait Mars, c'est dans 20 ans. J'ai 55 ans, on n'y est toujours pas. Donc, parce que c'est vraiment compliqué. Alors, en revanche, vous avez raison. Mission habitée martienne, c'est à l'agenda de plusieurs agences, notamment de la NASA, qui n'a jamais démordu de cette idée, même à des époques où on disait vous en parlez pas, ils continuent un petit peu à en parler comme ça. Donc c'est le projet à long terme. Ce qui va se passer avant, pour l'instant ça c'est dans le dur, on va dire, les budgets sont votés, des engins sont en train d'être fabriqués, après est-ce que les budgets seront toujours votés, ça c'est une autre histoire, elle est plus politique que technique, c'est le retour sur la Lune. C'est-à-dire que la NASA a un plan qui s'appelle Moon to Mars, Lune et Mars, c'est-à-dire on retourne sur la Lune, c'est le programme Artemis, dont le lanceur est en train d'être testé en ce moment en Floride, un des lanceurs. Donc, en gros, on va construire une station Gateway qui s'appelle Gateway autour de la Lune. On envoie des astronautes vers cette station, ils peuvent faire des missions. L'Europe a droit déjà à 3 vols dans cette station par sa participation, parce qu'on va construire des modules de cette station. Et à partir de cette station, on fera des vols à la surface. Voilà. Donc ça, c'est on va dire la première étape pour se limiter au vol habité. C'est on retourne sur la Lune, et sur la Lune, on apprend à être autonome, chose qu'on ne faisait pas lors d'Apollo. C'est-à-dire sur la Lune, on va apprendre à utiliser les ressources locales. Au lieu d'amener l'oxygène, eh bien, on va essayer d'extraire l'oxygène du sol lunaire, peut-être même du carburant, peut-être même de l'eau. Théoriquement, c'est faisable, mais est-ce que pratiquement on peut y arriver? C'est ça qu'on va tester. La Chine et la Russie ont un programme parallèle qui est à eux aussi d'aller vers la Lune. Il est moins clair, c'est moins défini pour l'instant. Donc côté NASA, c'est ça. Et par cet apprentissage lunaire, on compte faire le grand bond vers Mars, qui est quand même tout autre chose. Aller vers la Lune, en gros, c'est 4 jours. On resterait dans des missions de 2 mois dans la station. Au sol, on resterait d'abord quelques jours, puis peut-être quelques semaines, voire peut-être plus longtemps si on fait des bases. Ok, d'accord. Mars, c'est 6 mois de voyage aller. Vous restez sur place 15 jours, vous revenez en 6-7 mois, ou vous restez presque 2 ans sur place avant de rentrer. Et on est dans une autre dimension, à la fois en temps de voyage, en technologie induite et en fiabilité. Parce qu'on comprend que si quelque chose ne va pas sur la Lune, on peut rentrer en 4 jours. S'il leur manque quelque chose, on peut tenter de l'envoyer en quelques jours. En revanche, Mars, c'est inenvisageable. Il faut une autonomie totale. La mission doit être en autarcie, en quelque sorte. Donc ça demande une technologie. Aujourd'hui, on n'est pas sûr encore, si ce n'est de l'avoir, théoriquement on l'a, mais pratiquement d'être certain de sa fiabilité. Voilà. Donc Mars, ce sera le grand bond. On annonce un peu au-delà de 2030. On verra. Moi, je donne plus de date pour Mars, parce qu'à chaque fois, je me trompe. Donc voilà. Après, dans ce qui est de l'observation de la Terre, ça va continuer parce que ça devient de plus en plus indispensable pour gérer notre planète en diminuant le plus possible notre empreinte environnementale dessus, c'est-à-dire arriver à vivre, à utiliser ses ressources sans trop l'abîmer, entre guillemets. Voilà, parce que prendre soin de notre planète, c'est pas un geste altruiste pour la nature, c'est un geste égoïste. C'est-à-dire, nous, humains, on a besoin que cette planète tourne bien pour être bien dessus. Donc voilà, ça, les satellites pour gérer la planète, pour la surveiller, ça va continuer. Et en matière d'exploration, on aura des robots qui vont aller sur Mars, sur d'autres planètes. On s'est posé sur Titan il y a quelques années, c'est les Européens qui l'ont fait. Il devrait y avoir un retour de l'exploration vers les planètes lointaines, Saturne, Uranus, Neptune, il y a des projets. Et aussi les projets de télescopes spatiaux. Là, on va dire le grand en ce moment, c'est le James Webb Space Telescope qui doit commencer à fonctionner scientifiquement à partir de juin. Vous savez, c'est un télescope de 6,50 m de diamètre en infrarouge. Normalement, il devrait arriver à nous faire progresser en astronomie autant que l'a fait son prédécesseur Hubble. Voilà. Donc ça, en gros, c'est les quelques décennies qui arrivent. Au niveau vol habité autour de la Terre, il y aura probablement des stations spatiales privées qui pourraient prendre le relais des stations spatiales étatiques, comme la Station spatiale internationale actuellement. Ça, on va voir. Et après, très très loin, si on veut faire de la SF, je sais qu'on parle parfois d'aller voir les exoplanètes. Alors pour l'instant, je vais être un petit peu dur, on n'a pas les moyens techniques d'y aller. Je veux dire, aller vers une exoplanète, c'est des voyages de dizaines à centaines de milliers d'années.
Autrement dit, en l'état actuel des technologies, je dis bien, c'est très important, en l'état actuel des technologies, on ne peut pas aller visiter directement des exoplanètes, on doit se contenter de les observer avec des télescopes. D'accord. Donc en fait, on a un futur qui est un peu flou parce que on n'a pas les technologies nécessaires déjà pour faire le voyage vers Mars. On n'a pas finalisé ces technologies-là. Je Là, sais. finaliser plutôt. Certains vont vous dire, on les a, les technologies. Ouais, Bon, ouais, ouais. non, mais Mars, c'est très rigolo. Selon à qui vous parlez, il y en a qui vous disent, c'est même pas la peine d'y penser. D'autres qui vous disent, ah, mais on part demain si on a les sous. Bon, ok, Ouais, d'accord. la réalité est probablement entre les deux. D'accord. Très bien. Et Mars, on avait dit... Alors, juste pour nos auditeurs, une petite précision, c'est que si vous êtes sur Mars, c'est que vous êtes très loin de la Terre, parce que là, c'est quand même beaucoup plus loin que la Lune, d'accord? Tout à fait. S'il y a un problème sur Mars, le temps que le signal arrive à la Terre, il faut quand même plusieurs minutes, parce qu'il y a la vitesse de la lumière, donc il faut respecter. Donc, en cas de détresse, de toute façon, ils n'auraient aucun moyen de secours, puisqu'ils sont trop loin. Oui, voilà, c'est l'enjeu de l'autonomie. C'est-à-dire que des astronautes sur Mars, si quelqu'un est malade, il va falloir réagir. On n'aura pas forcément le temps. S'il y a une panne technique, on peut. C'est pour ça qu'on parle notamment beaucoup d'impression 3D, parce que l'idée, c'est si on casse une pièce mécanique sur Mars, on ne va pas forcément emmener tout le stock de rechange, parce que ce sera trop massif. C'est-à-dire, on sera face à un lanceur ou un vaisseau beaucoup trop lourd, entre guillemets, pour y aller. Donc l'idée, c'est d'exploiter les ressources locales et avec des imprimantes 3D, construire la pièce qui manque ou la pièce qui a été cassée. C'est ce genre de solutions qui sont étudiées qu'on va d'abord appliquer sur la Lune avant de les appliquer sur Mars. Et d'ailleurs, ces difficultés, on les trouve déjà avec les missions robotiques sur Mars. Vous savez que à la Cité de l'Espace, on a ouvert ce qui s'appelle le terrain martien. On a reconstitué un cratère avec des gradins et on a des répliques taille réelle des rovers, notamment du rover américain Perseverance et du rover chinois Zhurong. Bon. Et là, on explique dans ce spectacle comment c'est difficile. C'est-à-dire que le rover a une intelligence entre guillemets assez limitée et en fait, ce sont les gens au sol qui déterminent son tracé. Et on envoie la programmation, donc ça prend, comme vous l'avez dit si bien, plusieurs minutes parce que à la vitesse de la lumière, on ne peut pas aller plus vite, donc ça prend plusieurs minutes. Le rover télécharge, il avance, il a une sorte d'intelligence, dès qu'il rencontre un obstacle imprévu, il s'arrête et il dit « Coucou, j'ai un problème ». Il envoie le truc, on reçoit, on regarde, on analyse les images et on fait une nouvelle route. Vous voyez, tout ça, ça prend pas mal de temps. Donc même les rovers, les robots, sont confrontés à ce temps, ce décalage de temps auxquels seront confrontés les astronautes. Voilà. Donc, tout ce que font les rovers, les robots sur Mars aujourd'hui, sont des leçons pour les futures missions habitées. D'accord. Alors, juste une dernière chose, parce qu'on va bientôt rendre l'antenne, Olivier, après ce voyage magnifique dans l'espace. Les cités spatiales, est-ce que c'est en prévision? C'est-à-dire, est-ce qu'on sera amené à faire des cités spatiales comme celles qu'on voit dans 2010, l'Odyssée de l'espace? Est-ce qu'on sera amené à fabriquer ces cités pour voyager très très loin dans l'univers? Est-ce que c'est une prévision qui a été faite par la NASA? Alors, par la NASA indirectement, c'est-à-dire que le principe de ces cités spatiales, qui est un sujet dans le sujet, c'est absolument fascinant, vous avez tout à fait raison d'en parler. Ce sont des projets qui remontent essentiellement, dans leur forme moderne, aux années 1970, où il y a eu des études avec des cités, mais vous faites bien d'utiliser le terme cité parce qu'on parle de milliers, dizaines de milliers, voire millions d'habitants. Alors ça, c'est la projection extrêmement futuriste. D'ailleurs, ce ne sera probablement pas construit à partir de matériaux sur Terre, mais à partir de matériaux extraits, soit de la Lune, soit des astéroïdes. Donc on est à un saut technologique gigantesque. Est-ce que c'est forcément le meilleur moyen de faire un voyage? Pas sûr, parce que quelque part, ça veut dire que vous faites une cité de 10 000 habitants, elle part vers une exoplanète, et les gens qui arriveront à destination, c'est les descendants des descendants des descendants des descendants, un peu curieux. Enfin, je veux dire, culturellement, on n'a jamais fait ça. L'espèce humaine n'a jamais fait ça. Donc il y a beaucoup de réflexions éthiques et philosophiques là-dessus. Mais des cités, on le voit dans 2001, l'Odyssée de l'espace, on y réfléchit pour l'instant. Regardez, aujourd'hui, on est en 2022. On a une petite cité de l'espace, enfin, on a une maison, c'est la Station Spatiale Internationale avec 7 personnes, on a la Station Spatiale Chinoise avec 3 personnes, on n'est pas dans ces projections à des milliers de personnes. Je vous dis ça, mais d'un autre côté, n'oublions pas que quand Christophe Colomb est arrivé aux Amériques, imaginez, il vient d'arriver là sur la plage aux Amériques, et vous lui glissez dans l'oreille, vous savez, dans
200 ans, ce que vous venez de faire, on va le faire en quelques heures dans un avion. C'est un truc métallique qui flotte dans l'air. Il va même pas rigoler, hein. Il va vous prendre pour un fou. Donc, bon, il faut être conscient de nos limites technologiques. Peut-être qu'on n'arrivera jamais à le faire. Et d'un autre côté, le futur nous a déjà parfois surpris. Olivier, merci infiniment pour cette très belle émission. Je rappelle qu'Olivier Sanguy est à la Cité de l'Espace. On a fait un voyage magnifique du début de la conquête spatiale jusqu'à la fin de ce que deviendra l'humain dans le futur. Merci infiniment. J'espère que tous nos auditeurs ont apprécié cette émission et on se retrouve pour une autre émission bientôt des Portes de la Connaissance le mois prochain, puisque vous en avez une maintenant tous les 15 jours. Et je signale aux auditeurs que la semaine prochaine, vous aurez un homme exceptionnel qui sera à la radio. Ce sera Jean-Claude Bourret qui sera avec nous et qui nous parlera d'OVNI. Voilà. Donc merci Olivier, merci beaucoup. Et puis pour une prochaine émission bientôt des Portes de la Connaissance. Merci beaucoup. Les Portes de la Connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.